Merci Nicolas, merci à toi et merci au JP Coffort d'avoir organisé ce webinaire sur les Living Lab forestiers. Ça va nous permettre d'avoir des beaux échanges cet après-midi. Donc moi je vais vous présenter quelques aspects de contexte sur les Living Labs, la méthodologie voilà, qu'on a développée pour piloter des Living Labs forestiers, qu'on a adapté aux problématiques forestières, et puis un exemple d'application. Et puis je reviendrai effectivement sur le PEPR Forest à la fin. Donc moi, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech à Nancy. Donc mes recherches portent sur le développement des démarches Living Lab appliquées aux problématiques forestières. Alors pour le contexte, hein, nous on s'est intéressé au Living Lab depuis les années 2015-2016. Voilà, avec un contexte très rapidement, hein, où on est aujourd'hui avec le changement climatique. On subit des crises, hein, incendies, tempêtes, attaques d'insectes, qui remet en question des pratiques de gestion forestière acquises jusqu'ici. On a une deuxième dimension qui est donc parfois dans les territoires des dimensions multi-échelles, hein, entre des régions, des départements, des massifs, des propriétés, qui est parfois compliqué pour les acteurs à s'approprier. Et puis une troisième dimension qui est un écosystème d'acteurs complexe, où on a aujourd'hui, en forêt, on le voit, hein, besoin de concilier des fonctions, des usages, et puis des acteurs qui ont des attentes différentes. Et donc parfois, c'est compliqué de concilier l'ensemble de ces fonctions dans un même territoire. Donc, conscient de ces trois dimensions-là, les parties prenantes ont exprimé un besoin en innovation collective, à la fois pour adapter dans les pratiques de gestion forestière, hein, pour adapter les forêts au changement climatique et les rendre plus résilientes, et puis ont exprimé un besoin de le faire collectivement, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, si on n'échange pas ensemble sur les attentes et les besoins qui sont différents, ça peut être compliqué de prendre des décisions dans nos forêts. Donc, nous, donc après la publication de ce plan recherche-innovation, hein, qui est en 2015-2016, nous, on s'est intéressé, hein, c'est la première fois que le concept de Living Lab a été mentionné pour les forêts. Et donc, nous, on s'est intéressé à ce concept-là et voilà, comprendre ce que c'était et voir comment on pouvait l'adapter aux problématiques forestières. Alors, le Living Lab, il se base sur deux théories de l'innovation. La première théorie, c'est l'innovation ouverte. Donc, l'innovation ouverte fait l'hypothèse qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, c'est compliqué pour un acteur seul de répondre aux enjeux parce que, avec l'ensemble des fonctions à maîtriser, l'ensemble des déterminants à maîtriser, eh bien, un acteur seul est compliqué pour lui d'avoir une vue d'ensemble sur tout cela. Et l'innovation ouverte fait l'hypothèse que pour répondre aux enjeux, il faut aller chercher les compétences et des connaissances qui sont disséminées dans l'écosystème d'acteurs. Et donc rassembler ces connaissances et ces compétences ensemble, collectivement, pour répondre aux enjeux. La deuxième théorie, c'est l'innovation par les usages où on fait l'hypothèse que pour une meilleure mise en œuvre des solutions innovantes, il faut intégrer les utilisateurs finaux dans le processus de conception. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les utilisateurs finaux de l'innovation, que ce soit un produit, un service, une innovation sociale, et les intégrer dans le processus de conception pour questionner leurs besoins, leurs attentes, et permettre aux utilisateurs d'être concepteurs de la solution, ce qui permet donc de gagner en acceptabilité et adoption de l'innovation. Donc il y a une définition en dessous, hein, par rapport à ces deux théories-là, dont Living Lab se situe à l'intersection. Donc le Living Lab, c'est un écosystème d'innovation qui est ouvert, hein, avec l'ensemble des parties prenantes qui sont intégrées, où l'utilisateur est placé au centre comme concepteur, et donc on va engager, hein, toutes ces parties prenantes sous la forme d'un partenariat, on appelle ça public-privé-population, pour co-créer des innovations, et dans un contexte réel. C'est-à-dire que Living Lab a un ancrage dans le réel, et il va permettre aux acteurs de répondre à des problématiques concrètes. Alors voilà, ça a été un concept qui est apparu dans les années 90 aux États-Unis, et il est arrivé en Europe dans les années 2000, avec notamment la création du réseau européen des Living Labs, donc l'ENOL en 2006, qui permet donc d'animer un réseau de Living Lab, hein. Pas que forestier, mais de Living Lab au sens large. Le Living Lab, il s'organise en trois niveaux, hein, je vais revenir tout à l'heure, hein, quand on l'applique dans un territoire ou dans un projet. Il y a un niveau macro qui est là pour organiser la gouvernance avec les parties prenantes. Un niveau méso qui est là pour conduire des projets, donc mettre en place des processus d'innovation. Et puis un niveau micro qui est là pour avoir un ancrage dans le réel, sur le terrain, avec des tests utilisateurs. Donc c'est vraiment ces trois niveaux-là qu'on va mettre en œuvre dans la conduite de projet en mode Living Lab, dont je vous présentais la méthodologie juste après.
Pour être en mode Living Lab, et ça c'est important, un Living Lab, ça ne veut pas dire créer une plateforme. L'approche Living Lab, elle est là pour conduire des projets selon des spécificités Living Lab, donc selon des déterminants et des principes. C'est-à-dire que un projet qui est mené avec des phases assez classiques, hein, diagnostic, co-construction, mise en œuvre d'action. Pour être en mode Living Lab, il doit respecter donc des déterminants et des principes. Et cela tout au long du processus. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour bien dire qu'on est en mode Living Lab et qu'on est un Living Lab, on doit respecter donc ces déterminants et ces principes tout au long du projet. Donc le Living Lab, hein, pour résumer, on part d'une problématique, donc on co-construit une problématique partagée au sein d'un territoire. On met en place un processus d'innovation, donc qui est composé de plusieurs phases, donc, que je vais vous présenter juste après, pour arriver à des résultats d'innovation, produits, services, innovation sociale, tout en respectant donc les déterminants et les principes du concept de Living Lab. Et puis c'est un processus itératif, c'est-à-dire que un Living Lab, tant que les acteurs ne sont pas satisfaits, tant qu'il n'y a pas de compromis, de consensus ou de compromis qui est trouvé, on itère jusqu'à temps d'en trouver un. Alors, il existe plusieurs méthodologies, hein, pour conduire des projets en mode Living Lab. Ça, ce sont des méthodologies, alors on verra tout à l'heure, mais principalement dans d'autres secteurs, hein, pas la forêt. Mais en tout cas, depuis les années 2005, on a vu dans d'autres secteurs des méthodologies qui sont apparues avec différentes phases, hein. Voilà, donc deux exemples en bas de l'écran, qui permettent donc de conduire des projets en mode Living Lab en respectant bien les principes et les déterminants. Ces secteurs, c'est les suivants, donc beaucoup de Living Lab dans l'urbain, pour le développement urbain, dans l'énergie, dans l'agriculture et la santé. C'est vraiment les quatre secteurs, disons, dans la littérature, hein, qui sont assez disons, où il y a plus de littérature, plus de méthodologies qui sont développées. En 2015-2016, il y avait très très peu de références bibliographiques sur les Living Labs en forêt. Donc c'est pour ça que nous, on s'est dirigé vers ce concept-là et on a commencé à réfléchir à comment l'adapter aux problématiques forestières et au contexte forestier. Donc on a été voir toutes ces personnes, hein, qui avaient développé des Living Labs dans d'autres secteurs. Et puis donc on a proposé donc un cadre méthodologique, voilà, alors qui se compose d'un cadre d'action et d'une démarche de recherche-action, hein. Mais le cadre d'action, qui est composé de 8 phases, donc une phase de planification de projet. Voilà, planification de projet, bien établir les règles de co-construction avec les acteurs, ça c'est important dès le départ du projet. Analyser les acteurs d'un territoire, c'est-à-dire bah, quels acteurs on a, qui fait quoi au sein d'un territoire. Ça nous permet derrière d'impliquer les acteurs dans notre démarche collective. Parce qu'en deuxième phase, on va démarrer, et j'y reviendrai tout à l'heure dans un exemple concret, on démarre par un diagnostic partagé, par co-construire avec les acteurs un diagnostic partagé, une vision partagée d'un territoire, partager les expériences, partager les connaissances, créer des socles communs de connaissances. Ensuite, on analyse les besoins parce qu'on considère que sur les théories de l'innovation ouverte et par les usages, une innovation doit répondre à des besoins. Et puis ensuite, en troisième phase, on co-construit des solutions avec les acteurs. Donc là, on emmène les acteurs sur des phases d'idéation, de créativité, et puis de prise de décision vers quelle solution, vers quelle action on va. Une quatrième phase d'expérimentation des solutions et une cinquième phase d'évaluation où on évalue donc les solutions sur le territoire ciblé. Si l'évaluation est positive, eh bien, on déploie à plus grande échelle. Et si l'évaluation est négative, eh bien, on itère jusqu'à temps qu'il y ait un compromis qui soit trouvé avec les acteurs. Pour chaque phase, on a proposé donc un mode de pilotage donc adapté au contexte forestier. Donc voilà, c'est un exemple pour montrer que pour chaque phase, on a donc les phases du processus et pour chaque phase, on a donc des étapes pour piloter les Living Labs avec les acteurs dans les territoires forestiers. Donc, peut-être ce qu'il faut retenir avant que je passe à l'exemple concret, c'est qu'on a un cadre d'action en 8 phases, des phases qu'on peut retrouver ailleurs, hein, des phases assez génériques, un mode de pilotage qui est déjà là, adapté au concept de Living Lab, et puis surtout ce cadre méthodologique, il est vraiment adapté aux spécificités des territoires forestiers et aux problématiques qu'on traite. C'est-à-dire que dans chaque territoire, on va retrouver le cadre d'action avec les mêmes phases. Euh, le mode de pilotage va pas forcément trop varier, mais par contre, c'est vraiment les méthodes et les outils qu'on va utiliser, hein, pour conduire le cadre d'action, le mode de pilotage qui vont changer. C'est-à-dire
l'animation des ateliers, la mobilisation des acteurs, quels outils on utilise, est-ce qu'on fait appel à des experts en prospective, est-ce qu'on fait appel à des géographes, est-ce qu'on fait appel à des outils d'aide à la décision, donc est-ce qu'on spatialise, est-ce qu'on fait une cartographie des enjeux, donc c'est vraiment les méthodes et les outils qui vont permettre d'adapter Living Lab à chaque territoire travaillé et à chaque problématique travaillée. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment une approche qui s'adapte vraiment au contexte différent. Alors maintenant que j'ai présenté ce cadre, un exemple d'application pour illustrer, il y en aura toute l'après-midi, mais j'en ai voilà, un que je voulais vous présenter. Donc ça s'est passé en Déodacie. Donc la Déodacie, c'est un territoire qui se situe dans l'est des Vosges. C'est un territoire qui était composé majoritairement d'épicéas. La crise des scolytes est passée par là en 2017-2018. Et donc, les acteurs du territoire se sont questionnés, ont vu leur paysage changer, hein, parce que avec l'attaque des scolytes, les épicéas étaient récoltés. Donc, le paysage qui change, une fragilisation de l'économie locale, une perte de biodiversité, enfin, vraiment beaucoup de conséquences qui sont apparues. Et donc le territoire a décidé de co-construire une stratégie d'adaptation des forêts au changement climatique. Et donc on les a accompagnés en mode Living Lab. Alors, on a donc la commande, hein, pour nous, c'est le porteur, hein, qui était la collectivité, hein, c'était la co-construction d'une stratégie d'adaptation. Voilà, ne pas aller vers la mise en œuvre des actions, mais vraiment rester au livrable, hein, qui était une stratégie d'adaptation. Donc nous, ça correspond aux 3 premières phases du cadre méthodologique, avec une phase de planification, une phase de diagnostic partagé et une phase de co-conception. Donc voilà, c'est un peu une vue d'ensemble de ce qu'on a fait, en incluant des parties prenantes, en respectant donc les sphères publiques, privées et population. Alors, ce cas-là, ce qui a été important à retenir, c'est que dans la phase où on va co-construire avec les acteurs un diagnostic partagé et une vision partagée, on va aussi co-construire une problématique partagée, c'est-à-dire que la collectivité qui était le porteur avait une idée de problématique, mais elle est remise en question par les acteurs. Là, ce qui a été flagrant, c'est que sur le territoire, les acteurs ne se parlaient pas. Et donc, on a réalisé des premiers ateliers pour effectuer un partage d'expériences et de connaissances, c'est-à-dire partager les expériences liées aux forêts sur le territoire, donc entre des acteurs, alors il y avait tout acteurs confondus, hein, des élus, des gestionnaires forestiers, des propriétaires, des naturalistes, des acteurs du tourisme, etc. Et donc, il y a eu un échange qui a été fait. Et surtout, il y a eu un échange qui a été fait sur le partage des conséquences du changement climatique par rapport à chaque acteur. Et là, on a vu que les acteurs ne se parlaient pas et pourtant subissaient les mêmes conséquences du changement climatique. Donc, ça a été vraiment un moyen de créer une confiance entre les acteurs et de créer un socle commun de connaissances et d'expériences pour le territoire. De ce diagnostic partagé-là, on a ensuite réalisé des ateliers pour analyser les besoins. Alors, il y avait autour de la table, hein, une cinquantaine de parties prenantes. Donc, on est ressorti du premier atelier, enfin du deuxième atelier avec 55 besoins individuels. On a dit aux acteurs, si vous voulez travailler sur une stratégie collective d'adaptation, 55 besoins individuels, ça va être compliqué pour aller plus loin. Donc, on a réussi par des méthodes de convergence, hein, à réduire à 5 besoins collectifs, donc qui sont hein, sur la slide, et qui ont été vraiment la base de la stratégie d'adaptation. Donc, 5 besoins collectifs partagés par les acteurs, caractérisés par le multi-acteurs. Et donc, pour chaque besoin, ensuite, nous avons co-construit donc des actions, voilà, en passant par des méthodes de créativité, euh, de divergence, de convergence, pour justement ensuite rédiger avec les acteurs une stratégie d'adaptation qui a été ensuite livrée à la collectivité. Aujourd'hui, la stratégie est mise en œuvre par les acteurs et donc voilà, elle a été acceptée, elle a été adoptée par l'ensemble du territoire. Voilà, et puis donc d'autres projets hein, sur lesquels on pourra revenir, sur lesquels on travaille. On accompagne aujourd'hui des chartes forestières de territoire, des stratégies forestières de PNR, la co-construction de documents d'aménagement forestier ou encore d'itinéraires sylvicoles. Donc voilà, on essaye d'adapter Living Lab, cette démarche Living Lab au mieux en fonction des besoins et des attentes des acteurs et du territoire dans lequel on se trouve. Et puis pour conclure, donc voilà, donc on a un cadre de référence méthodologique avec un outillage spécifique, donc vraiment appliqué aux forêts. Et puis, voilà, disons, améliorer en continu par des analyses réflexives qui nous permettent à chaque fois de nous remettre en question et de créer
d'autres méthodes, d'autres outils, à la fois en termes de support, en termes d'animation. Donc ça, c'est un élément important. Et puis dernière slide, pour conclure, Nicolas a parlé du PEPR Forest. Donc effectivement, il y a une tâche sur les Living Labs dans le PEPR Forest. Donc dans le PEPR Forest, en forêt, ça fait quelques années hein, que le Living Lab se développe. On voit beaucoup de Living Labs qui se mettent en place. Donc dans une première tâche hein, pour mener le Work Package Living Lab, on a proposé donc une cartographie des initiatives et projets innovants. C'est-à-dire que nous, on part du principe qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire si un territoire est en mode Living Lab sans l'avoir évalué. C'est compliqué, il faut qu'il respecte des principes, il faut qu'il respecte des déterminants. Euh, il faut qu'il soit conduit selon des critères. Donc, dire qu'un territoire est un Living Lab me paraît assez compliqué. Donc, on va proposer une évaluation selon des spécificités, des critères Living Lab pour avoir une typologie de projet. Est-ce que c'est un projet Living Lab? Est-ce que c'est pas un Living Lab? Est-ce que c'est un projet qui se dit Living Lab qui n'en est pas un? Est-ce que c'est un projet qui ne se dit pas Living Lab et alors c'en est un? Donc, vraiment avoir une évaluation robuste pour faire des typologies de projets. Parce qu'en deuxième tâche, on va proposer aux territoires qui le souhaitent un accompagnement donc en mode Living Lab avec les méthodologies qu'on a développées et puis d'autres qu'on va développer sur mesure. Donc vraiment adapté à l'évaluation du territoire, on proposera un accompagnement. Et puis ensuite, en troisième tâche, on va créer un réseau de Living Lab forestiers. Donc l'idée, c'est vraiment que ces Living Lab forestiers, donc ces projets qui atteignent le mode Living Lab, puissent communiquer, puissent partager des expériences, des connaissances, des points de blocage. Donc vraiment créer un réseau. Et puis en quatrième tâche, plutôt une analyse réflexive sur la conduite de l'innovation en forêt en mode Living Lab. On va travailler en trois vagues. Donc, on a déjà identifié voilà, des terrains qui peuvent être des Living Labs d'interaction, donc pour mettre les chercheurs en interaction avec les parties prenantes, mais surtout trois vagues, avec une première vague au début du PEPR de Living Lab pilote, donc là où on va prototyper, proposer des méthodes. Une deuxième vague de Living Lab de consolidation. Donc, une fois qu'on a prototypé les méthodes, une deuxième vague pour consolider et amener de la robustesse. Et puis, une troisième vague de validation. Voilà, donc c'est vraiment important cette partie évaluation parce que on va vraiment essayer de, de bien justifier ce qu'est un Living Lab et ce qui n'en est pas un parce que parfois, il y a des acteurs qui pensent qu'ils sont dans un Living Lab et qui, en fait, c'est pas un Living Lab et ça peut décrédibiliser l'approche. Donc, il y a vraiment un travail à faire voilà, pour bien définir ce que c'est un Living Lab forestier.